On se retrouve pour cette nouvelle rencontre Tenir debout qui s'inscrit donc dans ce projet de médias capacitants et maintenant qui est actif depuis le début décembre avec l'idée de se donner des temps collectifs de réflexion, de mise en circulation aussi, d'expérience personnelle, de la manière dont chacun traverse cette période très interpellante, dans l'idée comme ça de nous aider collectivement à s'outiller intellectuellement et subjectivement pour comprendre, donner du sens et envisager aussi des perspectives d'action nouvelles. Donc, comme à chaque fois, on aura une introduction, enfin pas petite, un topo introductif. Et donc, ce soir, c'est Sarah qui a proposé d'aborder la question de la peur, du rapport à la peur. Donc, elle va faire un exposé pour poser le cadre. Et ensuite, comme à chaque fois, on va prendre quelques minutes, un peu en silence personnel, pour voir comment chacun est interpellé par les mots que va nous proposer Sarah. Et voilà, et ensuite, qui souhaitera pourra prendre la parole, ou éventuellement, je pourrais aussi proposer à certaines personnes d'intervenir. Et on gardera donc à la fin aussi un petit temps de bilan, de capitalisation, de qu'est-ce qu'on garde de cette séance. Et puis une synthèse que fera François ce soir. Voilà. Donc Sarah, je te passe la parole. Et ah oui, tu proposais effectivement aussi peut-être, bon là plus ou moins on commence à se connaître entre nous, mais c'était aussi l'idée de, comme ça, quand on prend la parole en une phrase ou en deux phrases, de se présenter, de se situer. Euh, voilà, surtout pour ceux qui viennent aussi pour la première fois, je pense que c'est aussi un signe de politesse de pouvoir se présenter pour éviter de faire un peu l'effet de la bande des potes qui peut avoir aussi un caractère pas très inclusif. Voilà. Donc, Sarah, c'est à toi la parole. Merci Merci d'avoir Sandro. partagé. Alors, comme on en a pris l'habitude, l'idée là pour cette introduction, c'est à la fois de partir de mon expérience à moi et d'essayer de vous proposer des pistes de réflexion qui vous donnent envie de partager les vôtres et puis qui donnent aussi du grain à moudre à notre moulin pour penser. Juste du coup, parce que je vais jouer du jeu que tu proposais, Sandro, de dire un tout petit peu d'où je parle. Moi, j'ai rejoint le média capacitant Travail et Transition au moment du premier confinement. Et depuis, donc, j'ai continué à travailler avec le petit groupe qui prépare ça. Et mes activités professionnelles sont assez diverses et ancrées dans des milieux très différents, puisque je travaille à la fois dans le milieu du spectacle vivant et dans le milieu de la formation et de l'intervention. Voilà. Ça permet, je pense, de mieux comprendre aussi d'où je parle et ce que je raconte. En préparant en fait cette émission, on s'est dit que la période actuelle, qui est faite à la fois d'incertitude et de perte de repères, nous amène chacun à pressentir qu'après la crise, les situations à la fois individuelles et collectives vont continuer d'être compliquées, sans qu'on sache précisément comment ni de quoi elles vont être faites. Mais on sait que de nombreuses questions vont se poser à la fois sur le plan social, économique, environnemental, psychique, sur des plans plus individuels et sans doute aussi collectifs. Et donc, en ce sens-là, nous disions que cette période est sans doute d'abord et avant tout porteuse d'angoisse et d'inquiétude plus que de peur. D'autant plus que ces angoisses sont largement nourries par une diffusion de l'information à un rythme extrêmement rapide et une information qui est aussi très très commentée et parfois sans aucune régulation sur les réseaux sociaux, ce qui contribue sans doute à augmenter ce climat-là. Le problème de l'angoisse ou de l'inquiétude, c'est qu'elle se développe sans qu'en soient précisées les sources. Et donc, elles ne permettent pas une compréhension de ce que nous vivons, elles nous laissent dans un sentiment diffus. En ce sens, elles sont le terreau de réactions de défense primaire, de renfermement et de tentatives de reprise de contrôle sur la situation plus ou moins heureuse. Et donc, à partir de ce constat, nous nous demandons qu'est-ce qui fait la particularité de la peur, en quoi la peur est un sentiment singulier, qu'il est
qui se différencie de ce sentiment d'angoisse et d'incertitude. Et donc, j'ai fait l'hypothèse que la peur serait un sentiment plus précis, en imaginant de dire que la peur serait un sentiment qui est situé, qui existe en réaction à une situation. Et d'ailleurs, elle produit des effets physiologiques qui sont extrêmement repérables et qu'on connaît tous. L'accélération des battements du cœur, la crispation musculaire, le ventre qui se noue. Tout ça, c'est des signes que nous donne la peur de son existence. Et en ce sens-là, elle nous met dans un état peu confortable dont elle nous invite à sortir. Et il me semble qu'une des manières de dépasser cet état inconfortable, c'est d'arriver à nommer la source de la peur. Qu'est-ce qui nous met dans cet état? De quoi avons-nous peur? Et l'hypothèse que je fais, c'est que nommer la source contribue aussi à transformer la peur en une ressource. Parce qu'en qualifiant ce qui nous fait peur, ça nous permet de partager avec d'autres ce qui nous fait peur, de débattre de ce qui est à craindre pour en faire un objet commun et pour comprendre ce qu'on craint de voir advenir et du coup chercher des moyens d'action pour que justement ça n'advienne pas. Pour revenir au champ professionnel, j'aimerais vous partager l'extrait d'un entretien avec le directeur d'une structure de prévention spécialisée, un entretien que j'ai mené pour des questions d'intervention. Dans une première partie de l'entretien, il me disait à quel point, pendant le premier confinement en particulier, mais encore aujourd'hui, il vivait dans la peur de mettre ses équipes d'éducateurs spécialisés en danger, dans le sens où il leur avait demandé très vite, y compris pendant le premier confinement où les rues étaient désertes, où personne ne sortait, de continuer à aller, de retourner très vite dans la rue, d'aller au-devant des jeunes et de continuer à faire leur travail. Et l'extrait que je vais vous lire, il raconte dans cet extrait comment la situation en fait a questionné leur position d'éducateur par rapport au public qu'ils accompagnent. Il dit, durant le premier confinement, on ne peut pas dire qu'on était en dehors du monde, on ne peut pas dire qu'on était en dehors des peurs et des préoccupations. D'habitude, tu as toujours une position de surplomb ou de différentiel, tu es différencié. On était tous pris dans les angoisses et dans les peurs. Ça a accentué ce côté de la difficulté de s'extraire, d'être englué dans ce contexte. Plus tard dans l'entretien, il fait le bilan du travail de l'équipe à l'issue du premier confinement et aussi de l'été qui a suivi, pendant lequel ils ont beaucoup travaillé. Et il dit, cette période, elle a agi comme un trauma pour certains. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'hébétitude. On est tous restés un peu cons devant ce truc. Et le fait d'avoir été en capacité de s'adapter et de maintenir une activité et d'avoir embarqué dans notre sillage tous ces gamins-là, je pense que ça a accéléré la question de la confiance. Ils ont déposé leurs bagages et tout ce qu'il y avait dans les bagages. Alors, ce récit me renvoie à plusieurs questions que j'aimerais bien partager avec vous et que je vous propose comme base de partage pour la suite de notre discussion, enfin pour notre discussion. La première, ce serait de se poser la question de quelle peur nous sommes habités en ce moment, les uns et les autres. Et pour mener cette réflexion, je vous propose deux axes qui seraient à la fois de réfléchir aux peurs que nous avons de quelque chose et aux peurs que nous avons pour, et notamment pour d'autres, en nous rattachant de ce fait à aussi la dimension collective de la chose. L'autre question que j'aimerais partager avec vous, c'est que faisons-nous de nos peurs? En effet, moi, je suis très touchée en fait, par ce qu'a dit ce directeur de structure, parce que je trouve que dans son discours, on entend une très grande fierté du travail qu'il a accompli avec ses équipes. Et je trouve que ce récit porte une grande victoire en fait, sur le sentiment de peur. Mais je pense que cette victoire est loin d'être acquise, que ça continue, que aussi la peur peut être utilisée comme un moteur de transformation, peut nous permettre de nous mettre en mouvement pour mettre en pensée le monde et ce qui se passe et pour chercher des repères et des points d'analyse sur lesquels fonder une action. Je pense qu'elle comporte aussi plusieurs risques dont nous sommes loin d'être à l'abri. Le premier étant le risque du déni, qui est une manière comme une autre de se protéger de la peur et qui évite aussi de se confronter à la réalité. Le deuxième étant de rester fixé sur le danger, sur un danger précis peut-être, qui nous empêcherait de penser la complexité de la situation.
et qui nous rendrait aussi moins sensibles à l'altérité et plus conformistes dans nos réactions. Et le dernier danger que je repère, il y en a sûrement d'autres, c'est de se retrouver dans un climat de peur qui devienne global, envahissante, existentielle, qui nous paralyse et nous empêche d'agir. Et en ce sens-là, une peur qui relève plus de l'inquiétude et de l'angoisse dont on parlait au départ. Ce qui m'amène à poser une troisième et dernière question, qui est comment aujourd'hui, chacun d'entre nous, faisons-nous pour ne pas rester enfermés dans nos peurs? Voilà les questions sur lesquelles je vous propose de rebondir, si vous le voulez bien, à partir de vos propres expériences. Merci à vous. Est-ce que pour se lancer, Frédéric, est-ce que ça vous dit de réagir? Eh bien, allons-y. Par rapport à l'introduction, moi, ce que ça me donne envie de faire, c'est de remettre ça dans le cadre d'un processus. On évoquait effectivement enfin, on peut prendre la peur comme l'élément paralysant pris dans son sens initial, et après, qu'est-ce qu'on en fait et par quel processus on réussit à transformer effectivement les choses pour les faire peut-être advenir à autre chose et ressources à un autre moment. Mais tout ça, ça implique effectivement des capacités et des ressources individuelles ou collectives. Si on replace ça peut-être dans une chronologie, j'aurais placé effectivement la peur comme une perte de capacité à un moment donné de pouvoir, enfin une perte de capacité d'analyse, au moins transitoire, qui empêche de voir effectivement cette peur qui peut être très ciblée dans un contexte plus global, et au moins la perte de capacité, au moins temporaire, de faire effectivement le pas de côté pour voir ça dans quelque chose de plus complexe. On évoquait la question du Covid. À un moment donné, effectivement, tout était focalisé sur ça, sans voir les emprises de ce sujet-là autour, et tout ce qui continuait d'exister autour malgré tout. Et pour faire ce pas de côté, effectivement, et pouvoir transformer ça en quelque chose d'identifié qui puisse permettre d'aller un peu plus loin et de travailler dessus, effectivement, ça mérite cette transformation. Effectivement, elle mérite quand même une certaine ressource et des certaines capacités pour pouvoir aller un peu plus loin et caractériser, nommer, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et pouvoir travailler dessus, et éventuellement trouver les ressources pour aller à l'encontre de cette peur-là. Donc, c'est ce que ça m'évoque comme ça par rapport aux propos d'introduction. Est-ce que vous avez ressenti de la peur? Parce que tout à l'heure, Sarah rappelait aussi les indicateurs physiologiques un peu fondamentaux qu'on connaît tous. Ça peut se présenter avec des graduations différentes, avec des perceptions différentes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait cette expérience de la peur dans ce contexte sanitaire particulier, ou au regard d'autres dimensions d'incertitude? Le dernier sentiment, enfin, après, ça fait écho à une intervention qui est en cours dans le cadre justement du master, donc voilà. Mais une des dernières situations, effectivement, où je me suis retrouvé dans cette situation de peur, c'était par rapport à l'intervention que réalisaient les personnes que j'observais dans leur activité, où le contexte effectivement de leur intervention les exposait à un risque que je jugeais immédiat, et où je me suis senti effectivement cette accélération, voilà, de la peur pour autrui, je l'ai immédiatement ressenti. Ouais. Je peux vous qualifier le contexte, mais ça n'a pas trop d'importance, mais voilà, c'était de la peur effectivement pour autrui. Ouais. Ça, c'est intéressant, effectivement, parce que ça renvoie à cette proposition de Sarah, des deux. On peut avoir peur de quelque chose, mais aussi peur pour quelqu'un. Et donc, c'est un peu cette situation. Voilà, là où ce que ça m'évoque immédiatement. OK. Je veux bien. Oui, Jean-Marie.
embrayer, même si c'est très flou, mais la question que je me posais, puisque, y compris Sarah, travaille aussi dans le monde du spectacle vivant, quelle place on pouvait faire au tract, qui se manifeste sous une forme qui me paraît très proche de la peur et sentiment que je pense avoir ressenti beaucoup plus souvent que la peur. Et le tract n'est pas paralysant. C'est à la fois très peur et c'est à l'extrême, ça peut être paralysant, mais c'est aussi producteur d'adrénaline et c'est aussi quelque chose qui est le signe d'une très grande concentration lorsqu'on parle du tract. Et qui permet, j'ai bien cité le mot qu'on prête à Jouvet, une jeune actrice vient vers lui et pour lui montrer qu'elle vraiment elle est faite pour être actrice au théâtre, elle lui dit mais vous savez maître, moi j'ai même pas le tract. Et Jouvet lui a répondu écoutez mademoiselle, tout le monde ne peut pas avoir du talent. C'est pour dire qu'il y a quelque chose aussi qui est absolument légitime, sain dans la peur. Et d'ailleurs, on dit souvent aussi, c'est aussi un signe de. Enfin, il faut savoir avoir peur. Des gens qui sont dans l'action, y compris militaire, etc., vont toujours dire oui, mais on a peur. Et c'est le signe à ce moment-là d'une certaine lucidité, entre guillemets. Enfin, j'en sais rien, hein, j'ai jamais trop réfléchi à cette question. En revanche, la question du tract pourrait faire partie de ces gens qui ont du tract, enfin, l'éprouvent. Me paraît être une question professionnelle, hein, lorsqu'on doit intervenir, lorsqu'on doit animer une réunion, lorsqu'on doit prendre la parole en public, enfin pour plein de rendre quelque chose, on peut éprouver du tract, on peut avoir le tract et la boule au ventre, c'est quelque chose qui peut être violent. Le tract n'est pas quelque chose, un sentiment de légère inquiétude. Bon, quand on est dans une réunion d'amis, on se demande comment ça va se passer. Non, ça peut être vraiment, effectivement, c'est la boule au ventre, on va vomir, on va avoir des manifestations physiques extrêmement dures. Alors, je ne sais pas si c'est encore différent de distinguer angoisse, inquiétude, peur. Je ne sais pas, j'avais envie de mettre ça dans la discussion après avoir éprouvé beaucoup de tract à l'idée que j'allais parler du tract, évidemment. Juste sur le tract, je voudrais dire un mot, c'est que ce qui est très particulier, je pense, c'est que c'est une situation extrêmement inconfortable dans laquelle on se met volontairement. Et en ce sens-là, c'est quand même très différent, je pense, de d'autres peurs qui nous arrivent comme imposées. Et je pense que c'est un mécanisme assez spécifique, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va revivre ce sentiment-là qui est à la limite de l'insupportable, et pourtant on se met dans la situation de le revivre. Mais à contrario, j'ai l'impression que moi, les moments de peur sont des moments qui se manifestent plutôt par de l'insomnie pour moi. Et voilà, c'est-à-dire que les peurs, elles arrivent plutôt nuitamment ou brusquement. Des événements ressurgissent que je n'avais complètement écartés, voilà, et qui nuitamment créent de l'insomnie. Mais par contre, par rapport à ce que disait Jean-Marie, le tract, de temps en temps, c'est pour moi des stimulants à l'action. Et quand je n'ai pas le tract et que je fais une intervention, je suis mal barrée, quoi. Je me dis, ça ne va pas bien se passer parce que j'y vais un peu trop sans tension intérieure. Et des fois, je me dis, quand c'est comme ça ne se passe jamais bien. Quand on est trop sûr de... Enfin voilà, le tract met dans une situation d'inconfort ou de déséquilibre qui permet de trouver le chemin. Alors que je trouve que la peur, elle a cette espèce d'incernable, mais qui
qui fait mal, qui éprouve, mais enfin, souvent, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas l'impression que ça m'ouvre vers de l'action, vers quelque chose. Enfin voilà, ça a tendance à, à creuser, mais pas à permettre de sortir, quoi. Enfin voilà. Et c'est souvent les manifestations de la peur qui font comprendre qu'on a peur. Voilà. D'une certaine manière, le corps comprend avant la tête, avant l'esprit, quoi. Dans un premier texte, Sarah, tu avais aussi, qui a tourné entre nous, tu avais aussi évoqué le cas justement d'une collègue, d'une amie qui était dans le spectacle vivant et qui craignait ne plus pouvoir monter sur scène. Aussi par rapport à cette expérience de l'éloignement de la scène et du confinement comme ça. Là, je pense que tu ne l'as pas repris en fait dans ton exposé. Et moi, ça me parlait beaucoup parce que du coup, ça fait écho avec cette question effectivement du tract qu'on peut ressentir. Et moi, ça m'avait renvoyé une situation que j'avais déjà évoquée l'une des premières émissions, de la situation professionnelle, de me retrouver après des mois et des mois de confinement, de me retrouver à nouveau sur ma scène à moi, c'est-à-dire dans une réunion de restitution d'un travail avec des équipes de direction, des organisations professionnelles, un truc un peu comme ça, un peu sensible comme cadre professionnel. Et c'est ça où ça m'avait fait penser à ça, effectivement, le fait que quelque part, le tract, c'est aussi quelque chose qui a à l'interface avec des angoisses. Et c'est peut-être une manière aussi de mettre en scène dans le cadre professionnel nos angoisses très enfuies, mais le fait de les mettre et de les faire vivre dans le cadre de la scène professionnelle, c'est aussi un moyen qui nous permet alors aussi de les apprivoiser. Et donc, effectivement, c'est tout ce paradoxe d'aller chercher, de chercher cette tension, cette angoisse qui est aussi une excitation de quelque chose, et donc qui permet en fait de la mettre au travail grâce à l'expérience professionnelle et à tous les savoir-faire qu'on peut développer. Et là, ce que j'avais déjà évoqué, c'était effectivement cette expérience, un moment de quelque chose qui retombe, qui rebaisse, et donc de repartir un peu, de reculer, de partir un peu à reculant, et de ne plus avoir les outils de métier ou les intuitions, la manière qui me rendait capable d'apprivoiser, en fait, et donc d'être dans une situation où j'étais bloqué face à des trucs comme ça où j'avais perdu en fait cette capacité de faire avec mes émotions, avec mes sentiments pour pouvoir en faire quelque chose dans la réunion. Et alors je ne sais pas si c'est un peu quelque chose de ça aussi du côté d'une comédienne à qui manque la scène, s'il y a aussi quelque chose qui n'est pas du savoir-faire technique, mais aussi de ce savoir-faire plus affectif, de ce qu'on construit et ce qu'on manie aussi quand on est sur scène, dans le rapport aussi à soi. À ce moment-là, c'est peut-être aussi une peur de perdre. Là, c'est une peur aussi identifiable de perdre cette technicité de métier qui nous permet, dans le cadre professionnel, d'apprivoiser, de manier nos angoisses plus profondes. Et alors, si cette scène-là et si cette occasion de les apprivoiser par l'expérience du travail, par l'expérience professionnelle vient à manquer, peut-être que là, du coup, ça fait retour par d'autres voies et qu'on est repris par des angoisses. Et en le formulant comme ça, alors, ça me donne un objet de peur personnel et que je peux reconnaître de comment, effectivement, l'absence des repères classiques dans l'exercice de mon travail, aussi dans la relation aux autres, dans des épreuves, effectivement, et animer une réunion, c'est une épreuve. C'est-à-dire, on ressent ce que disait Jean-Marie, on ressent, ou l'expérience d'Anne-Lise, on ressent avant de rentrer dans un entretien avec une personne qu'on ne connaît pas, avec des enjeux derrière, il y a le moment comme ça. Et le fait maintenant de faire beaucoup de télétravail, beaucoup à distance, il y a une sorte de lissage un peu affectif aussi au regard de ces enjeux. Et peut-être dans ceux dont je peux exprimer la peur,
c'est alors de perdre par là aussi des occasions de mettre au travail aussi mes propres angoisses les plus profondes, mes propres fantasmes, qui trouvent là une occasion d'être travaillés, et du coup de les voir apparaître dans des formes du coup non apprivoisées qui me surprennent et du coup, qui créent aussi des difficultés. Bah, je trouve que c'est très, très intéressant comme proposition d'analyse, Sandro. Et en tout cas, moi, ce que je ressens beaucoup dans les gens qui travaillent dans le spectacle vivant, c'est une espèce, mais qui peut-être en lien, je n'avais pas mis ces mots-là sur ce que tu dis, mais peut-être en lien aussi avec une peur d'être effacé presque. C'est-à-dire de plus exister professionnellement, de plus avoir de place du fait de l'impossibilité de travailler publiquement, parce qu'il y a quand même une possibilité de travailler entre professionnels, mais sans objectif non plus réel de pouvoir partager ce travail, qui est quand même le but a priori de la création. Et donc, ça met dans une place très particulière, en effet. Ouais. C'est le mot qui me vient, c'est aussi ça, oui, cette crainte d'effacement, quoi. François? Une question juste. Moi, j'ai une réception du mot trac qui me suggère que c'est une peur, mais qui concerne essentiellement l'image de soi. De quoi je vais avoir l'air. Et donc, qui engage un rapport narcissique très, très, très perturbant, hein, parce que tout le monde en a une. Mais il me semble que c'est surtout de ça. Et comment dire, c'est la peur qui s'y joue met en jeu l'existence de l'image, de la réputation, je vais dire comme ça. Plus que d'autres peurs où on risquerait sa vie physiquement. Enfin, je le vois comme assez spécifique au mode d'engagement de ce à quoi, de l'air qu'on a, quoi, de ce que les autres en pensent. C'est un peu sous le tribunal, sous le regard des autres. Alors qu'il y a des peurs où les autres ne sont pas présents dans la peur qu'on ressent. Voilà, c'est cette impression. J'aimais bien l'idée tout à l'heure qu'a citée Sarah, pour revenir sur la peur, en disant qu'il faut en nommer la source et que ça permet du coup de la partager et d'en faire une ressource. Hein, c'est ce que tu as dit. Mais c'est un exercice, à partir du moment où on va nommer la source, qu'est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'il va y avoir l'idée qu'on a raison d'avoir peur? Si je suis restaurateur, j'ai raison d'avoir peur de ne pas pouvoir passer le cap de l'année et de devoir fermer mon établissement. C'est pas une peur, elle est fondée. Et on va pouvoir partager des choses sur le fait qu'effectivement c'est fondé, éventuellement avoir une stratégie pour ensuite ne pas que cette peur que ce dont on a peur ne se réalise pas. Mais quand on partage, très souvent aussi, on va être devant quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, sur le fait qu'il faut avoir peur ou pas. Il y a des gens qui vont dire celui-là, il a peur de tout, et l'autre, il a peur de rien. C'est deux attitudes qu'on rencontre très souvent aussi professionnellement. Des gens qui ont peur de tout et des gens qui ont peur de rien. Ce qui veut dire qu'il faut... c'est compliqué parce qu'il y a presque une question de proportion, enfin, il y a une question d'analyse, contrairement à l'angoisse qui est très diffus, qui est bon. Mais là, on est sur comment je peux analyser le fait que j'ai malgré tout raison d'avoir peur parce que les risques sont très grands. Ou est-ce que cette peur n'est que la manifestation la traduction d'une angoisse diffuse qui à un moment trouve un objet qui est autant fantasmé que réel? On a aussi des peurs fantasmées. Et quand on les partage, les gens vont lui dire ça va, arrête, tu déconnes, évidemment on va y arriver. Enfin, c'est pas compliqué, on l'a fait 10 fois en plus. Pourquoi d'un coup enfin, il peut y avoir ça.
c'est pour ça que c'est important, et ça renvoie vers des choses. Juger de la cause, est-ce que les risques, et est-ce qu'on n'a pas les moyens de répondre à ces risques, et ça renvoie, c'est un peu une autre idée. François parlait de l'image de soi, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on renvoie comme image lorsqu'on dit j'ai peur. J'ai peur, ça veut dire quoi? J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur, donc je suis faible, je ne suis pas compétent, je ne suis pas à la hauteur, etc. Ce qui est toujours, dans un contexte professionnel, en tout cas, relativement compliqué à gérer. Ou est-ce que quand on dit, franchement, on a raison d'avoir peur, c'est aussi une source de mobilisation. C'est un sentiment qui est très compliqué. On en emploie très peu professionnellement. Les moments où on a peur, je me disais que probablement les moments où on l'emploie le plus, c'est celui-là, il a peur de rien, et celui-là, il se noie dans un verre d'eau, il a peur de tout. Mais c'est rare qu'on examine une situation, on peut l'examiner en termes de risque, en termes d'opportunité, en termes de riposte possible, en termes de plan B si la riposte ne marche pas, on peut faire tout ça. En revanche, l'examiner en disant qu'est-ce qu'on fait du sentiment de peur, au-delà de malgré tout, probablement le plus souvent, avouer qu'on est peureux, ce qui n'est pas bien. Il y a une image là il y a une image qui semble qualifier la personne, et non pas, justement, il y a une cause qui nécessite, qui implique que raisonnablement, il faut avoir peur parce que il y a des risques qui sont très grands, ou est-ce que c'est, encore une fois, le mot quelqu'un de peureux, on dit ça aussi, c'est un peu, il se fait peur tout lui fait peur, quoi. Et il y a une image un peu négative de ça. Alors qu'il faut restituer simplement l'idée qu'à la fois, il y a des choses qui raisonnablement doivent nous faire peur, et d'autre part, avouer que dans une situation, on peut aussi raisonnablement se dire vulnérable, fragile, et en situation où ça paraît très difficile d'affronter une difficulté, simplement. Alors que pour d'autres, ça ne sera pas très compliqué, mais pour soi, c'est difficile. Et comment on avoue ça? C'est pas simplement le sentiment, mais la relation à la cause, en tout cas, que tu évoquais, me paraît quelque chose de très riche. Pardon, c'est un peu confus, mais comme l'exercice consiste à réfléchir en parlant, je m'y livre. Avec un peu de peur, mais je fais avec. François a demandé la parole. Oui, moi, il me semble, c'est qui parle ou qui ne parle pas de sa peur. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur et qui ne parlent pas de leur peur. La peur de perdre son emploi, je ne sais pas si elle est dite par les gens qui éprouvent cette peur. La peur de ne pas y arriver dans le travail, je ne suis pas sûr que ce soit dit. La peur qui est liée au risque auquel on est exposé dans une situation professionnelle, je ne suis pas sûr non plus qu'individuellement on en parle, collectivement peut-être, mais je pense qu'il y a à la fois des situations et des statuts qui facilitent ou empêchent de parler de la peur. Moi non plus, ce n'est pas très clair ce que je dis là, mais il me semble que, en tout cas dans les situations professionnelles que j'ai pu rencontrer, il me semble que ces choses-là n'étaient pas dites, n'étaient pas prononcées, sauf si, comme intervenant extérieur, on facilitait la parole des gens qui étaient concernés par cette peur ou par ces peurs. Effectivement, deux, trois points, et dans les deux dernières interventions, il y a beaucoup de choses qui me rejoignent par rapport à l'exposé et puis aux questions que posait Sarah. Alors moi, je me rappelle du confinement, donc bientôt, là, on va fêter son anniversaire, avec presque 2 mois très intensifs d'activités à distance, avec toutes les contraintes que vous connaissez de l'époque. Et puis, ce qui devait arriver
arrive, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, il fallait sortir. Moi, je sortais régulièrement, je profitais de mon autorisation de 1 heure. Et puis, on doit préparer, je travaille avec une collectivité et on doit préparer le retour, la reprise, hein, du 11 mai. Et le directeur général des services à l'époque me dit, voilà, José, il faut qu'on prépare ça. Il ne me dit pas plus, mais il me dit, voilà, tu es là demain. Et donc, pour moi, tu es là demain, c'est-à-dire, et il me dit, bah, tu es là en présentiel, hein, parce que maintenant, c'est le vocabulaire qu'on a, présentiel, distanciel. Et donc, de fait, je dis, bah oui, mais il n'y a pas de problème, bon, il faut qu'on voit les aspects papier, voilà, je m'inquiète de ça. Et le sentiment qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi la discussion, c'est dire il va falloir que je sorte de ce confinement finalement. Et donc, il n'y avait pas de transport ou très peu, donc j'ai pris la voiture et j'ai connecté la peur. Autant au début du confinement, ma peur était une peur de l'emballement du système, donc peur pour mes proches, peur pour les plus vulnérables. On ne savait pas trop où on allait, on nous parlait de guerre, etc. Bon, moi, ayant déjà vécu sur des terrains où il y avait des conflits, je trouvais un peu exagéré, mais et là, 1 mois et demi après, c'était la peur d'aller dans un autre réel, le réel que je connaissais, mais pour préparer le retour de l'activité des autres. En tout cas, y participer. Et très vite, et dans ce que disaient François et Jean-Marie, j'arrive, donc je prends la voiture. Évidemment, je fais une centaine de kilomètres, il n'y a pratiquement personne entre Rouen et Paris. Et je dis, c'est super, parce que finalement, ça roule très bien. Et j'arrive dans les lieux déserts, je monte dans mon bureau, je récupère quelques éléments, je vais tout de suite à la rencontre du directeur général et il me fait la commande, en fait. Il me donne la commande et même si ça allait un petit peu mieux, je sens un battement, je sens certaines presque à la fois excitation, mais en même temps, tiens, en fait, comment ça s'attrape le Covid? Bon, après, le réel, c'est que même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, je rencontre les premières personnes qui, on n'a pas de masque à l'époque, ou très peu, et puis commence à très vite à aborder le sujet, comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va accueillir? Comment on va faire venir les personnes? Comment on va assurer la sécurité sanitaire pour que le travail reprenne, enfin, le travail en présentiel. Et alors, très vite, le fait d'avoir connecté cette peur m'a très vite permis d'être comme une espèce de radar qui connectait la peur des autres. Sans de fait être emballé par la peur des autres, mais comme intervenant, être quelque part un média pour que cette peur s'exprime. Alors évidemment, on ne disait pas « j'ai peur », mais des questions étaient posées, même dans les premiers jours de la reprise, où des directeurs ou des cadres donc, qui devaient manager des équipes m'envoyaient des questions sur questions, alors que habituellement, ils ne me contactaient pas, genre, voilà, on a le droit de mettre combien de personnes dans les ascenseurs, est-ce que vous pensez que 4, c'est trop, moi je pense qu'il vaut mieux en mettre 2, combien il va y avoir de nettoyage, combien de fois le nettoyage va être assuré. Et en fait, très vite, après avoir mis des protocoles, d'avoir travaillé les protocoles, d'avoir accompagné l'organisation, les mots que j'ai commencé à mettre, et ces mots, je les mettais pour moi, mais à propos, pour que les autres s'autorisent à exprimer leur peur. Donc, j'ai vu des gens avec des masques, comme si on s'entrait, comme s'ils vivaient près d'une centrale nucléaire. Enfin, il y avait des choses qui étaient de l'ordre
certaine irrationalité, parce que la peur, justement, quand on est embarqué dans la peur et quand elle nous dépasse, on peut même avoir une exagération. Et donc, le travail qui a été fait, en tout cas dans les premiers mois, et avec un peu de recul, je vois bien qu'elle s'exprime aujourd'hui autrement. Elle est là, mais elle est enfouie. C'est comme si on ne pouvait pas parler de la peur. Mais dans les premiers mois, dans les premières semaines, quand le terrain était favorisé et quand je médiatisais cela en parlant de la peur, en la nommant, des personnes s'exprimaient. Et je suis tout à fait d'accord, le fait de nommer donc, et de mettre un peu de distance ou de rationalité, ou en tout cas de la prendre aussi dans un collectif, c'est-à-dire qu'individuellement et collectivement, ça permettait d'en faire quelque chose. Alors une ressource pour certains, d'autres pas forcément. Donc ça, c'était voilà, sur cette période entre le 30 avril et puis mi-juin. Et puis aujourd'hui, on n'en parle pas. On ne s'autorise pas. Je vois ici ou là, je lis dans des articles où je suis contacté, absentéisme en alimentation, fatigue, des problèmes de dos, beaucoup de somatisation, de sommeil, d'addictions diverses et variées, et puis un espèce de déni. Et là, je parle des dirigeants qui continuent à vouloir gérer la crise, parce que c'est leur responsabilité, et d'un autre côté, ne faire comme si. Et là, on met encore un couvercle sur la peur, on fait comme si. Alors, on fait comme si la culture allait ouvrir demain, donc les théâtres vont ouvrir. On fait comme si y a un programme politique à dérouler, et donc on va investir le programme politique. Et à côté de ça, on a des agents ou des salariés qui sont en difficulté. Et je vais terminer là-dessus. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par une directrice où, au sein de sa structure, elle a tout un service qui ne peut pas travailler. Il n'y a pas possibilité. C'est une structure qui organise des séjours pour des enfants. Donc, on est dans une ville en région parisienne avec une population plutôt de quartiers populaires, et le fait de sortir, c'est un projet important politique, c'est une équipe qui est pas mal engagée, mais voilà, de fait, aujourd'hui, rien ne peut s'engager, et c'est toujours une activité qu'on doit préparer à l'avance, on doit anticiper. Il y a des prestataires, il y a des intervenants. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand la directrice me sollicite, elle ne sait pas trop quoi faire, mais elle me raconte tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui sont relevés, ceux qui essayent de trouver des occupations. Et puis la responsable de service qui, à un moment, est aussi tombée, qui s'est écroulée physiquement, mais qu'elle a voulu reprendre, et qui s'interroge sur finalement sa posture de cadre. Comment, en tant que cadre, je peux pas seulement, alors ça c'est mes mots, comment je peux manager l'incertitude, mais comment je peux accompagner un travail réel qui ne peut pas se réaliser comme à l'habitude, et en plus on est empêché, parce que de fait on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours prochains. Les jours sont passés, on a commencé à élaborer quelque chose, et j'ai rencontré, donc j'ai retrouvé cette responsable entre-temps, et on s'est retrouvés là il y a 2 jours. Et je lui avais proposé, donc j'avais essayé de voir avec elle, mettre des mots, des situations, et elle a fait un récit. Et donc je crois qu'aussi, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est comment nous, en tant qu'intervenants, déjà connectés avec nos propres limites et peurs, peut nous aider à en faire une ressource pour permettre, autoriser presque à d'autres à exprimer un récit. Et là, de fait, le récit, bon, ce serait trop long, mais elle a fait un récit de 7 pages formidable. Et la posture physique, c'est comme si elle avait elle n'avait pas de difficulté particulière, personnelle, elle a des ressources familiales et relationnelles, mais c'était le métier de responsable de service avec une équipe de 10 personnes où on ne peut pas travailler.
voire même on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est de faire semblant, ou faire comme si, parce que le politique nous dit de faire comme si. Et elle s'est effondrée et elle s'est relevée, mais après de voir comment je peux accompagner, comment je peux motiver, mobiliser une équipe. Et par le récit, par la mise en mots, en quelques jours, hein, je l'ai vu physiquement prendre une autre forme. Et c'est comme si elle se redonnait, évidemment, parce que c'est les mots aussi qu'on s'est donnés, un pouvoir d'agir, et c'est comme si elle reprenait les rênes de quelque chose, sachant qu'elle n'était pas beaucoup plus avancée en termes d'avenir proche. José, peut-être sans entrer dans le récit, parce que ça demanderait beaucoup plus de temps, et là, on va faire tourner, mais à la lecture de ce récit, est-ce que tu as l'impression qu'elle parlait de peur? Est-ce qu'il était question de, juste par rapport à notre discussion, est-ce que tu as l'impression que dans tout ce récit, que c'est très intéressant, est-ce qu'il y avait un enjeu de peur de ce que tu as ressenti vis-à-vis de cette cadre? Tout à fait. En fait, c'est de voir comment alors, elle a fait un espèce de récit chronologique, et comment les premiers paragraphes disaient, donc on se situe à février, début mars 2020, une espèce de déni, en disant bon, c'est une grippette, hein, c'est un peu ce qu'elle dit, et puis que petit à petit, elle, avec son équipe, commence, alors parfois elle met le mot peur, parfois elle met angoisse, parfois elle met inquiétude, c'est formidable, elle décrit un peu, c'est formidable, elle décrit ce qui se passe. Et la commande, je lui ai jamais dit racontez-moi vos peurs, ou je lui ai jamais dit, je lui ai dit voilà, est-ce que le premier échange qu'on avait eu, bon, moi j'ai dit bon, c'est effectivement il y a une question d'incertitude, on est dans un contexte, vous êtes une activité qui est empêchée, enfin avec d'autres mots, mais et je lui ai proposé l'histoire non pas de récit, mais de dire voilà, est-ce que vous pouvez mettre des mots sur qu'est-ce que vous avez pu quand même, parce qu'ils ont quand même mené des activités en 2020, qu'est-ce que vous avez mené, comment vous avez mené, et qu'est-ce qui a marché. Et finalement, en écrivant, elle a écrit cette page, elle a raconté une histoire, qui est une histoire, qui est son histoire, et à la fin, elle était elle reprenait, de mon point de vue, elle reprenait les mains de l'activité, parce qu'elle émettait des hypothèses tout à fait de cadre pour le service et pour la direction. Merci beaucoup, c'est très, très intéressant. Donc, il y a Anne-Sophie, Anne-Lise et Magali. Oui, bonjour à tous. Juste quelques peut-être paroles de témoignage sur l'histoire sur la peur dans le travail ou dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le contexte qu'on connaît. En fait, la première chose, moi, qui me vient à l'esprit sur la thématique de la peur, c'est que c'est un arrêt, un moment où on est obligé de s'arrêter parce que les choses ne peuvent pas... Le geste professionnel, l'habitude, enfin le courant, la routine est obligé de s'arrêter parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est donc aussi un moment de réactivation de la concentration quand on l'avait peut-être un petit peu perdu, on était peut-être, moi j'utilisais j'avais l'image du pilotage automatique, et j'ai eu l'impression de me remettre en pilotage manuel et de réfléchir à tout ce qui pouvait être évident avant ou facile, tout d'un coup d'aller chercher le diable dans les détails. Ça va jusqu'à c'est certainement encore le cas pour beaucoup d'entre vous. Quand on sort de chez soi, il faut penser à prendre un masque et 2-3 objets c'est moi, au bout d'un an, j'oublie toujours, j'ai toujours besoin de rester très concentré pour penser à ça. Donc, c'est surtout l'effet, moi, de concentration, d'interrogation, d'arrêt, d'interrogation et de concentration permanent que nécessite cette situation. Quand je regarde un petit peu l'effet autour de moi de ce qu'on peut appeler la peur, il me semble que on a des gestions très différenciées, je ne sais pas pourquoi, de l'incertitude en fait, l'incertitude qui nous est tombée dessus
tout d'un coup est très diversement intégrée ou prise en compte ou contournée, ou je ne sais pas quelles sont les différences qui font nos appréciations et le caractère supportable en fait de la peur. Je pense que la peur est effectivement, ça peut être quelque chose de positif. Enfin, il y a des choses obligatoires dans la peur et positives, et il y en a d'autres qui le sont moins. Et je pense que c'est une question de gestion de l'incertitude. Et la dernière remarque que je me suis faite à l'écoute de l'un d'entre vous, c'est, moi je sais, c'est très personnel, que si je commence si je dis j'ai peur que, j'ai peur que, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur que, etc. Ma parole j'ai peur va être une parole d'adhésion au groupe. C'est-à-dire, je vais, en disant j'ai peur que on n'y parvienne pas, j'ai peur que cette orientation ne soit pas la bonne, j'ai peur que cette phrase soit mal perçue, bref, toutes sortes d'interventions qu'on pourrait commencer en disant j'ai peur que. Moi, je vais les interpréter, je vais les prononcer et je vais les interpréter dans le sens de faisons corps, ayons peur ensemble, je vais essayer de chercher une adhésion en disant j'ai peur. Voilà, c'était une petite remarque un peu bizarre, mais que je voulais vous partager. Ça fait partie des figures que ça peut prendre, tout à fait. Anne-Lise. Oui, moi, en écoutant José, mais aussi François, je me suis posé la question de... je me dis qu'aujourd'hui, effectivement, la peur, elle est rarement nommée. Et du coup, j'ai pensé, en entendant ça, la peur rarement nommée, j'ai pensé au livre de Guy Jobert sur Exister au travail, ces conducteurs de centrales nucléaires, où Guy dépeint avec la finesse qui est la sienne, cette espèce de tenaille qui tient au ventre tous les jours, en fait, ces professionnels qui ne le disent pas, qui ne le disent jamais, que Guy finit par déceler à l'occasion d'une bouteille d'eau comme ça dans la voiture. Mais du coup, ce que je me disais, c'est que la peur, ça avait vraiment rapport avec l'intime, et que ça a aussi un rapport avec une sorte de virilisme qui est l'image du professionnel, quoi. Il y a une sorte de... Il ne faut pas avoir peur au travail, il ne faut pas... voilà, on est des... Et du coup, avouer sa peur, c'est avoir honte, des fois, quand on dit j'ai peur au travail alors que les autres ont l'air actés, c'est aussi dire, prendre le risque et avoir honte de le dire, quoi. Je me disais qu'il y avait comme ça beaucoup de sentiments au travail qui structuraient. Enfin voilà, alors c'est les stratégies de défense dont on a pu parler à un moment donné avec Christophe Dejour, mais je me dis que au travail, il y a finalement un certain nombre comme ça de sentiments qui relèvent de l'intime, qui n'ont pas leur place, ou quand ils prennent la place, ils entament profondément l'image du professionnel. Et c'est vrai que du coup, il n'y a pas que le trac qui est un problème d'image de soi, il y a ce genre de peur qui confine à un intime et qu'on cache. Alors, qu'on cache aux autres, mais qu'on se cache à soi. Là, c'est très fin dans le livre de Guy Jobert. C'est que ces conducteurs, pour vivre, il faut bien qu'ils fassent des choses, quoi. Du coup, c'est oser parler de peur, c'est finalement déchirer finalement les voiles d'une certaine convention sociale au travail, quoi. C'est dire des trucs qui ne se disent pas au travail que de dire j'ai peur. Et par contre, là, avec la pandémie, j'ai l'impression que la peur, elle s'est propagée forcément un peu comme ça, mais qu'elle ne se dit pas pour autant au travail.
on parle de la pandémie, etc., mais on ne parle pas au travail. Or, elle réactive, je pense, des choses, cette peur du travail. Et est-ce que tu penses que c'est plus facile d'en parler dans d'autres sphères sociales? Que cet intime peut être facilement exposable? Je pense que c'est possible d'en parler. Enfin, je pense qu'il y a des espaces spécifiques pour en parler qui sont difficiles à instaurer, mais oui, je pense peut-être qu'en dehors du travail, c'est peut-être plus facile d'en parler. Plus facile de dire ça, me semble-t-il, en dehors du travail, tellement la question d'une sorte de virilisme professionnel qui s'impose décale avec la question de la peur. Bonsoir. En fait, je me dis qu'on n'est vraiment pas égaux en fait, devant nos peurs, devant les peurs. On a chacun en fait un rapport à la peur qui est le fruit de notre histoire, de notre peut-être de nos traumatismes ou pas. Peut-être de la confiance aussi que l'on a. On n'est vraiment pas égaux. Il y a des personnes, c'est vrai, qui ont peur de beaucoup de choses et d'autres qui ont beaucoup moins peur. Je crois que Jean-Marie qui a dit ça, hein, qui ont jamais peur, qui ont peur de tout et d'autres qui ont peur de rien. Et je pense que c'est vraiment le fruit, en fin de compte, de nos histoires passées, de notre construction, de la confiance, en fait, qu'on a semée en soi ou en nous. Et moi, la plus grande peur que j'ai, si j'analyse celle qui voilà, mobilise notre cœur, notre corps, nous donne des sueurs froides et tout ça, c'est vraiment la peur par rapport aux êtres chers. C'est vraiment celle qui peut me réveiller ou qui peut m'angoisser vraiment ou me faire pas dormir, et c'est celle-là qui m'impacte le plus. Et sinon, je n'ai pas beaucoup de registres de peur, mais parce que peut-être je suis dans un environnement aussi de travail ou familial assez en confiance, quoi. En tout cas, cette peur-là pour l'autre, elle ressurgit en fait parfois. Peur pour ses enfants, peur pour ses parents, peur pour voilà. Je trouve que et ça s'explique pas. C'est un peu ça ressurgit comme ça, comme quelque chose qu'on comprend pas spécialement et dont il faut se raisonner pour faire passer justement ce truc enfoui, quoi. Et là, par rapport au Covid, par rapport aux êtres chers, je dirais, moi, j'ai semé la peur auprès de mes anciens, je dirais, pour qu'ils se protègent, en fait. Et je leur ai fait peur. C'est-à-dire, je leur ai dit: «Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut pas que tu sortes, je t'amène à manger». Enfin, j'ai vachement, au début, eu peur pour eux, en fait. Et du coup, j'ai généré sûrement une certaine peur auprès d'eux pour qu'ils se protègent. Et je me dis après, est-ce que c'est bien ou pas? Parce que en fait, je me dis, ça les a aussi isolés, et du coup, ils en ont souffert. Mais heureusement, ça a été compensé par, des appels très fréquents, voilà, de la famille, des enfants et cetera. Hem, voilà, je voulais partager ça, et en même temps, là, ce que j'ai peur par rapport, à la famille aussi, c'est je me dis toujours la peur, c'est quelque chose qui est, chez les animaux, qui est vital. Un animal qui a peur, il fuit. Mais aujourd'hui, on peut pas fuir, on est dans une nasse, en fait. On peut fuir nulle part, on est dans ce truc mondial, du Covid, et on est dans un truc qui est assez, épuisant de par le fait qu'on ne peut pas qu'il y a pas beaucoup d'échappatoire, en fait. Et la peur à plus long terme que j'ai, c'est ce qu'on sème de ça par rapport à des jeunes, par rapport à des enfants, de ce qu'ils vont retenir de cette période-là, qui est très, qui est très hygiéniste, qui est très, pleine d'interdits, quoi. Hem, j'ai mon fils qui a 20 ans, qui a fait la fête avec, 6 copains dans sa chambre d'étudiant. Il s'est fait mettre un avertissement le jour de ses 20 ans. Et là, tu te dis: «Mais comment on peut faire des choses pareilles, quoi?»
et je me dis: «Qu'est-ce qu'on sème là pour, cette génération?» Voilà, nous on a un passé, on a vécu plein de trucs, mais pour ces jeunes-là, tu te dis, j'ai peur plutôt pour eux de ce qu'ils retiennent en fait de ce moment où on met la peur partout en fait, en nous rabâchant des chiffres des covid, des voilà, et ça à plus long terme, en tout cas ça me fait peur et ça me révolte en même temps. Voilà, ce que je voulais partager. Là, j'entends un peu qu'on est des deux côtés. On est à la fois parmi ceux qui sèment la peur pour protéger les autres, mais quand on est nous-mêmes l'objet d'une peur semée par les autres, qui cherchent peut-être par là à nous protéger, du coup, c'est aussi très contraignant. Et c'est ça aussi des contradictions dans lesquelles on vit, ou peut-être par cette difficulté d'être, avoir une parole plus sincère, plus authentique. Du coup, on prend comme ça des biais par l'action, des biais un peu détournés qui empêchent de s'entendre, en fait, sur la manière dont on tient aux autres, et on cherche aussi à construire un cadre pour les autres. Olivier? Ouais, bonjour, vous m'entendez? Oui. Ouais. Je, euh, il me vient là, quand on parle de ça et à partir des échanges, des expériences que j'ai eues professionnelles en intervenant, et qui bien sûr renvoient à ma propre expérience professionnelle, c'est de me retrouver face à des salariés qui étaient dans des situations d'avoir une activité, enfin d'être plutôt dans leur rencontre de leur activité, d'être extrêmement angoissés, avec des peurs très, très profondes, jusqu'à, je me rappelle d'un cas de personnes qui étaient obligées de prendre des médicaments pour aller retravailler le lundi matin, etc. Ça, des formes vraiment d'une angoisse et complètement décorrélée avec la nature dangereuse de l'activité elle-même. Là, c'était plutôt des personnes qui avaient une activité extrêmement ordinaire, qui en soi ne créait aucun danger, et en même temps elle-même avait un rapport très, très, très angoissé. Et on a plein de cas quand on intervient sur des situations un peu pathogènes, on a plein de cas comme ça. Et ce que je trouvais intéressant, enfin ce qui est intéressant, c'est ça que je voulais partager, c'est que il y avait un peu deux cas types. Il y avait celles ou ceux qui étaient confrontés au fait que leur activité, ce qu'ils faisaient, ça ne marchait pas. Donc, une espèce d'échec répété qui s'accumulait parce qu'ils n'arrivaient pas à faire ce qu'on leur demandait ou ce qu'ils pensaient devoir faire, ou ce qu'on leur demandait dans leur activité, et généralement par un très grand déficit dans la qualité de la coopération. Ce qui était impressionnant, c'est à quel point des personnes qui pouvaient être des professionnels aguerris, qui perdaient une confiance radicale en elles-mêmes, jusqu'à vraiment ne plus faire son travail, c'est-à-dire ne plus pouvoir exercer son activité. On pourrait dire d'une certaine manière se déprofessionnaliser et faire des erreurs grossières que même un débutant ne ferait pas. Et on voit souvent qu'on est des fois le déficit de coopération et le fait d'être confronté à des échecs qui s'accumulent peut créer cette forme d'angoisse jusqu'à une impossibilité de travailler. Je me rappelle d'un cas d'ailleurs où la personne était tellement... c'est une personne qui faisait qui montait comment on appelle ça, des agendas, des plannings pour des aides à domicile. Et en réalité, la base d'un planning, c'est que ça planifie quelque chose, mais les plannings étaient sans cesse bousculés. Et donc, elle se rendait compte très concrètement qu'elle ne faisait pas de planning, puisque rien n'était planifié, puisque tout était sans cesse. Et avec plein d'outils, peu importe. Mais elle ne savait plus faire des plannings, qui étaient le cœur de son activité. Et ce qui était impressionnant pour cette personne, c'est qu'elle était incapable de trouver du travail.
qui a été à ce point déprofessionnalisée qu'elle essayait de trouver un autre job, mais qu'elle n'y arrivait pas tout simplement. Et puis il y a un autre volet, c'est le volet du regard que porte l'autre sur votre activité. Et à cette fois-ci, l'autre vous indique que quoi que vous fassiez, ça ne marche pas. C'est pas ça, c'est pas bien. Et alors là, ce qui est toujours intéressant là-dedans, c'est que, bien entendu, c'est assez décorrélé d'un réel, et la personne qui se trouve face à cette situation, elle ne sait pas ce qui marche ou ce qui ne marche plus. Et donc, elle ne sait pas à quel point, quand elle va faire quelque chose, ça va être bon ou ça ne va pas être bon. Et le risque d'être pris en défaut est toujours au rendez-vous. Et ça la met, bien sûr, dans une angoisse terrible, parce que, quoi qu'elle fasse, ça ne marche pas. Et ça crée des peurs assez redoutables. Et là aussi, j'ai plusieurs exemples en tête, mais ce qui était impressionnant ici, c'est moins la question de la déprofessionnalisation que le fait que la personne était les personnes généralement, et ce que j'ai rencontré, étaient très arc-boutées sur ne pas se tromper, et ça les amenait à faire des erreurs. C'est-à-dire une espèce de pris en revers, de tellement essayer de bien maîtriser le truc pour éviter que tel incident, d'oublier une colonne, d'oublier un chiffre de son truc, que forcément, ça arrivait tout le temps, et donc elles étaient sans cesse prises à défaut. Et donc, je voulais ici partager le fait que cette forme ordinaire du travail peut aussi générer des formes d'angoisse très fortes, hein, jusqu'à des déstabilisations psychiques très importantes, avec bien sûr des mécanismes de défense derrière, mais ça peut être très important. Et moi-même, il m'arrive des fois d'être pris là-dedans, c'est-à-dire de vivre 100 fois la même situation, et je ne sais pas pourquoi le regard des autres fait que ça ne marche jamais, et ça peut être extrêmement déstabilisant, et créer du coup une angoisse particulière quand on a à revivre la situation et se refaire prendre au piège d'un truc qui n'a pas marché quand vous voulez que ça marche, et un truc qui peut tourner un peu en boucle et être in fine très déstabilisant. Voilà, c'est ça que je voulais partager. C'est vraiment des situations de travail qui, personnellement, je les ai toujours trouvées très bouleversantes. C'est-à-dire comment un travail que je qualifierais d'ordinaire, c'est-à-dire de banal, où il se joue très peu de choses, peut à ce point être déstabilisateur et créer des formes d'angoisse très, très, très profondes. Tu le mettrais en lien avec une forme de solitude, parce que c'est ça que j'entends, une grande solitude de la personne qui est toute seule face à cette peur de ne pas y arriver. Elle est dans un réglage, si on s'appuie sur la psychodynamique, pas que, mais si on s'appuie sur la psychodynamique, elle est dans un réglage qui ne se fait pas entre son rapport au réel et le rapport aux autres, le rapport que les autres tiennent avec le réel. Et donc c'est ça qui crée une solitude, mais qui peut être bien sûr déstabilisante du point de vue d'une pratique professionnelle, jusqu'à ne plus pouvoir travailler, ne plus savoir travailler. Et effectivement, il y a une forme d'isolement. Je pense que c'est la forme la plus ordinaire qu'on rencontre en réalité dans le travail. Elle ne prend pas des formes toujours aussi dramatiques. Et il me semble qu'on est dans beaucoup d'activités moins confrontés à un risque réel de l'activité, surtout des métiers singuliers, ou des angoisses qu'on pourrait avoir, parce que ce n'est pas facile de rencontrer les autres, mais c'est quand ces mécanismes de reconnaissance sont mal posés, que ça crée cette forme d'angoisse. Et quand on creuse un peu ça, on en a plein autour de nous, très ordinaire. Sarah et ensuite Jean-Marie. Donc, je vais faire un petit retour en arrière, mais je voulais réagir à ce que disaient Anne-Sophie, Anne-Lise et puis Magali, parce que je trouvais intéressant, Anne-Sophie, ce que vous disiez sur le fait que dire « j'ai peur », c'est aussi une manière pour vous d'en appeler au groupe.
Et je me disais que aussi dans le fait que quelquefois on hésite à dire sa peur, c'est aussi peut-être que en même temps, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites sur cette espèce d'image qui est à préserver. Hein. C'est en plus, c'est pas à la place, Annelise. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question que pour pouvoir dire sa peur, il faut avoir la conscience que le groupe peut en faire quelque chose? Et finalement, dire à quelqu'un dont on pense que ça va être complètement déstabilisant, j'ai peur, c'est pas tellement possible. Donc, c'est un cas où finalement, il vaut mieux, dans un sens, garder sa peur pour soi que contaminer l'autre avec sa propre peur, quoi. En tout cas, pour moi, je crois que c'est un des facteurs qui fait que quelquefois, je ne dis pas j'ai peur. Je dis j'ai peur si je pense que l'autre peut faire quelque chose de ça, dans un sens. Et puis, Magali, je voulais aussi rebondir là-dessus, sur à la fois cette question d'avoir peur pour les autres et des enfants. Enfin, moi, en tout cas, avec l'expérience d'avoir des enfants, je pense que j'ai fait l'expérience de la peur à ce moment-là et pour le reste de ma vie. Cette peur pour les autres, je trouve que quand on est, alors je ne sais pas quand on est père, en tout cas moi comme mère, c'est quelque chose qui m'habite, je pense, chaque seconde de ma vie. Mais évidemment, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on peut dire à ses enfants à chaque seconde de leur vie, parce que je pense que c'est très tétanisant. Donc j'ai fermé les yeux quand ils ont appris à faire du vélo sans roulette, je suis partie quand ils ont fait tous les trucs où ils pouvaient se faire mal. Et dans la situation actuelle, je trouve que c'est terrible. Enfin, en tout cas, moi, si j'ai une peur, c'est celle-ci, c'est en effet de se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos enfants et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de ça, quoi. Et moi, je me sens aussi très proche de ce que tu disais, Magali, quand tu dis, dans cette situation-là, on ne peut pas partir. Parce que c'est vrai qu'une des ressources de la peur, quand même, par moment, c'est de dire non, j'y vais pas, ou je pars en courant, et là, ben, on n'a pas le choix, quoi. Et les enfants, c'est pareil aussi, quand on les a fait, on n'a plus le choix. Il faut faire avec la peur pour eux. Voilà. Jean-Marie? Deux choses peut-être. On réfléchit beaucoup sur les peurs par rapport à une cause extérieure, objective. Et la question, c'est un peu de savoir si, on analyse les risques et si notre peur est proportionnée au risque ou si elle est finalement un peu fantasmée. Et on en fait vite un sujet très individuel. Alors que là, il y a plusieurs interventions qui me font dire que c'est pas tant individuel la peur. Il y a une expression qui revient très souvent, c'est que la peur, c'est contagieux. Et la peur, c'est contagieux, et un peu dans les deux sens. C'est-à-dire quand Sarah dit je ne voulais pas dire à mes enfants qu'ils me faisaient peur quand ils descendaient la pente à vélo, ces imbéciles, alors qu'ils ne savent pas freiner, et qu'il y a une haie en face avec des ronces. Mais pourquoi? Parce que je sais que si je dis j'ai peur, je vais leur faire partager cette peur, et cette peur va les paralyser. Et Anne-Sophie dit l'inverse, c'est-à-dire le fait de partager. On ne dit pas j'ai peur, on dit j'espère qu'on a tous un peu peur, parce que c'est une manière effectivement à ce moment-là d'être sur le côté positif du trac qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire on va être très concentré sur les choses. Donc il faut considérer aussi l'aspect de contagiosité, positif ou négatif, de la peur. Ça, c'est la première chose, mais en tout cas par rapport à une cause objective sur lequel on va éventuellement pas être d'accord sur la proportion de la peur par rapport à la cause, mais il y a une cause extérieure. Professionnellement, je crois j'ai rencontré, ou on rencontre souvent des circonstances dans lesquelles la peur, elle est dans les relations interpersonnelles, et notamment dans le management. C'est combien de cas où les gens disent « Ouais, mais non, là, franchement, j'ai des boules, je ne vais pas lui dire ça. Si je dis ça à mon chef, j'ai peur d'une réaction disproportionnée, j'ai peur de déplaire, j'ai peur de le fâcher, enfin, j'ai peur des conséquences imprévisibles. Je me sens harcelé. Mais si je le dis, franchement, ça va être tellement compliqué, les conséquences de ce que je soulève, que si je ne suis pas soutenu, je vais avoir peur de le dire. Et il y a toutes ces peurs-là. Il y a des gens en face de qui on va avoir beaucoup de difficultés à leur dire leur cas de vérité, d'autres non. Et il y a aussi un mode de management. Alors, on ne dit pas le management par la peur,
quoique j'ai entendu récemment un compte-rendu de ce qui se passait chez France Télécom, à l'époque où ça ne s'appelait pas encore Orange, c'était bien, on parle de terreur souvent, mais le management par la peur, c'est-à-dire qu'effectivement l'objectif, c'était mettre fin à, empêcher toute récrimination, empêcher toute demande qui ne pouvait pas être satisfaite, et pour ça il fallait faire peur. Il y avait une menace qui n'était pas forcément formulée, mais qui était très présente, qui était la menace du licenciement, la menace de, et c'était une menace diffuse. C'était pas, mais enfin, elle était réelle en l'occurrence, mais qui était liée à un mode de relation interpersonnelle, même là un mode de management. Je pense que c'est peut-être encore au moins autant que les circonstances dans lesquelles on a peur de ne pas y arriver ou on a peur d'un accident parce qu'on travaille dans une centrale nucléaire, enfin toutes ces peurs qui sont effectivement face à une difficulté réelle, compliquée à résoudre. Il y a aussi toutes les peurs d'être dans une relation interpersonnelle dans laquelle on ne peut pas. Les conséquences de ce qu'on va dire sont tellement imprévisibles qu'on vit dans la peur d'un cataclysme pour avoir juste signalé que peut-être il faudrait penser à ça ou à ça, etc. C'est un phénomène dans les lieux de pouvoir. Qu'est-ce qu'on dit et pour nommer personne, qu'est-ce que tout le monde raconte sur l'Élysée aujourd'hui, par exemple, mais aussi sûrement hier, personne ne peut rien dire. C'est pas possible de dire qu'il y a des problèmes, il y a des choses qui ne vont pas. C'est parce qu'on ne sera pas écouté. Les seuls qui peuvent être écoutés, c'est pas, j'enlève mon exemple, mais parce qu'on le voit aussi dans beaucoup d'autres endroits, les seuls qui sont écoutés sont ceux qui rassurent, pas ceux qui font peur. Et on a la peur, du coup c'est une peur qui se transmet aussi. Je sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose là à creuser sur, ou simplement revenir à l'idée du management par la peur. Il nous reste quelques minutes, donc je vous propose d'aller vers la conclusion et donc de prendre le petit temps de bilan de la séance à partir des deux réservoirs dans lesquels on peut entreposer ce qu'on a entendu et ce qu'on a discuté pendant la séance. Donc je vous demande comme ça, de faire cet exercice, d'écrire dans le chat d'un côté ce que vous mettez dans votre sac à dos, c'est-à-dire ce que vous retenez comme utile pour tout de suite, là, ce qui vous a interpellé, qui vous semble utile à consommer tout de suite, d'un côté, et de l'autre, ce que vous préférez mettre dans le frigo, parce que ce n'est pas encore mûr, parce que ça demande un approfondissement, ça demande d'être repris plus tard. Donc, on prend comme ça quelques instants pour commencer cet exercice, et puis après, on demandera à François de conclure. On laissera tout à l'heure encore quelques minutes la salle ouverte. François, tu veux bien prendre la parole? Oui, je vais prendre la parole pour revenir sur ce qu'on s'est dit. J'ai trouvé la séance très très riche et c'est impossible de mon point de vue d'en faire une synthèse au sens où ce mot normalement est pris. Je fais plutôt une réaction commentée de certaines choses qu'on s'est dites. J'invite à ce qu'on réécoute parce qu'il y a eu plusieurs fois un déroulé assez approfondi et précis de situations qui était très difficile de conserver comme ça dans l'écoute et a fortiori pour y réagir. Je pense qu'on a eu plus que dans d'autres fois ces cas de figure et ça c'est très 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 bien. Moi ce qui me paraît assez frappant c'est que la peur elle a partie liée avec un mot qui n'a pas été dit. C'est la question de la sécurité, ou inversement plutôt de l'absence de sécurité. Et également avec la question de la maîtrise. Je sens que cette question de la peur, elle rentre en résonance
avec un déficit de sécurité et un déficit de maîtrise. Donc elle parle d'un fantasme de sécurité et d'un fantasme de maîtrise. L'autre chose, c'est que Sarah a insisté sur une différence, je crois assez fondée, classique en tout cas, entre la peur qui a une cause ou une source identifiée, et puis plutôt l'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude, qui sont d'ailleurs pas toutes pareilles, mais qui renverraient plutôt à des environnements ou à des raisons intimes plus diffuses. Et donc, ils ne relèvent pas d'un rapport précis. Alors, dans la peur, il y a une cause normalement objective, c'est la question du danger. Le danger, c'est précis, c'est identifiable, et c'est face au danger qu'on a peur et qu'éventuellement on peut réagir. Mais il y a aussi dans la peur, ça a été un peu nommé sur la fin, quelque chose qui relève à une source précise, mais qui relève plutôt ici d'une intention, d'une visée, faire peur, et qui relève là, non pas d'un danger au sens classique, mais d'une intention de domination, donc faire du mal. Et alors la peur naît de cette rencontre de quelqu'un ou d'un dispositif qui est dressé contre soi, qui nous vise clairement, alors que le danger n'a pas d'intention, il a simplement une capacité de nous atteindre, mais il n'est pas piloté par une intention particulière. Dans l'autre dimension de la domination aussi, c'est articulé sur une cible qui est identifiée. Le deuxième point, c'est qu'il me semble que dans la peur, la première chose, c'est que c'est la condition du courage. Le courage existe parce qu'on a peur. Et que donc, il y a une dimension qui a une valeur donc de sollicitation, qui est la question du courage. Il y a aussi dans la peur la dimension de la prudence, qui renvoie aussi à une autre modalité du rapport à la sécurité, mais qui est reprise à travers des façons de s'y prendre, qui peuvent demander d'ailleurs et du courage et de la prudence. Et puis, troisième point par rapport à ça, c'est que la peur, elle appelle la confiance. Et ça, je pense que c'est très important, ça a été dit plusieurs fois, c'est que la peur, elle est l'indication d'un trouble sur la confiance. Parce que la confiance, me semble-t-il, évidemment, il y a deux sens de la confiance. Il y a la confiance qui vient de ce que tout est sûr, et puis il y a la confiance qu'il faut parce que c'est pas sûr. Évidemment, dans ce sens-là, la confiance, elle est indexée au fait que c'est pas sûr, on le sait. C'est pour ça qu'on peut avoir peur, mais que la confiance, c'est le moyen d'avoir du courage et de la prudence et de pouvoir y aller. Alors ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes parce que du point de vue du travail, c'est central ces affaires-là. Annie faisait allusion au bouquin de Guy sur le nucléaire où effectivement il y a des histoires de peur qui sont lancinantes et où il montre qu'une des indications de la peur très concrète, c'est que quand il parle avec les opérateurs, il apprend qu'ils ont tous laissé chez eux des consignes à leur famille d'aller dans certains endroits pour se réfugier si les alarmes arrivent. Donc, ils affichent une absence de peur, mais tout est organisé par rapport à un risque qu'ils reconnaissent puisqu'ils s'organisent par rapport à ça. Mais il y a aussi, dit-il, dans les mêmes installations, du fait de la complexité, quelque chose qui n'est plus de la peur, mais plutôt de l'angoisse. On ne sait pas d'où ça peut venir, parce que c'est tellement complexe que plus personne n'a la maîtrise réellement des processus. Et donc là, on est dans une espèce d'inquiétude aux sources propres, et qui fait que là, on n'a pas d'appui. On ne sait pas sur quoi faut-il s'appuyer. Alors, je trouve que c'est important, parce que la peur, elle a des appuis. L'angoisse n'en a pas, me semble-t-il. À partir de là, je pense qu'on a fait allusion, et c'est important quand même de le rappeler, ça fait partie pour nous de la littérature qui nous aide, notamment autour de la psychodynamique du travail, sur les questions des stratégies défensives, et notamment collectives, par rapport aux peurs, justement. Dans le bâtiment, dans le nucléaire, ça a été montré. Je pense que la question de la peur, ça a été évoqué, je crois que c'est très important. Parce que je crois que les directions ont peur de la peur,
Parce que quand vraiment il y a de la peur, c'est incontrôlable. Et en même temps, elles ont des logiques de faire peur. Il y a les deux. Mais des populations qui ont peur, on ne sait rien en faire. Moi, je peux juste glisser une anecdote très personnelle dont je ne suis pas très fier, mais c'est peut-être le moment de vider ce que 20 ans de psychanalyse n'ont pas réglé. J'ai été scout marin tout un temps, quand j'étais jeune. Et quand on est scout marin, on fait du bateau. Et il arrive un moment, quand on est scout marin, on devient capitaine du bateau, c'est-à-dire le chef de, non pas de patrouille, ça s'appelle comme ça, mais d'équipage. Et une année, donc on a 15 ans, et 16 ans à peu près, quand on est chef comme ça, et on a un équipage de mômes. Ça va de 12 à 15, 16. Et on est une petite dizaine. Et on s'embarque. Et une année, en Bretagne, on s'est embarqué dans un moment où ça tanguait pas mal, et on a cassé un mât. Et moi, je me souviens de la peur que j'ai eue, de la peur de ceux qui étaient avec moi. Leur peur m'a fait peur. Et j'ai fait une chose dont j'ai encore honte. Et pour ceux qui me connaissent, correspondent tout à fait à mon genre. J'en ai pris un par le col et j'ai foutu à l'eau. Dans le genre, le chef, il est dingue. Hein, donc, ça a été extrêmement efficace. Ils se sont pas... Je n'ai pas dormi pendant je ne sais pas combien de temps. Si je l'avais lâché, je ne dis pas comment l'avion aurait tourné. Mais je l'ai remonté coup de peau. Et le drame a été d'ailleurs qu'on m'a félicité de ce geste imbécile. Mais c'est pour dire que ce dont je me souviens très clairement, c'est de ma peur à moi, de leur peur, et qui signifiait alors que s'ils avaient peur, je ne pouvais rien faire avec eux. Je ne pourrais pas manœuvrer. Ils ne m'écouteraient pas. Et qu'il me semblait que pour qu'on s'en sorte, ça supposait de faire un certain nombre de manœuvres, d'ailleurs on a fait, mais j'avais peur de leur peur. Et ça, franchement, je ne peux même pas dire que je m'en sois remis, parce que c'est vrai, ça m'invite toujours, j'ai toujours fait ça. Mais c'est très, ça me parle, cette histoire de peur de la peur. Donc quand on parle des entreprises, je pense qu'il y a les deux. Il y a des entreprises qui ont des managements par la peur, et Jean-Marie parlait de France Télécom, c'est exactement ça. C'était une peur qui était plutôt dans le registre de la domination. Donc il y a une capacité de contrôle, en tout cas qui le pense, de contrôle, donc d'enfermement et donc d'effet de pilotage. Mais inversement, des populations qui ont peur mettent les dirigeants dans une panique. Je pense que, puisqu'on revenait à l'Élysée, toute proportion gardée en ce moment, je pense que les gouvernements sont pilotés par une trouille qu'on ait peur. Et qu'à ce moment-là, il n'est plus prise sur nous. On s'affole. Et donc, c'est un réglage des registres de la peur qui sont complètement nouveaux. Et pour terminer, cette peur de la peur, elle est à la fois ce qui organise le silence des salariés par rapport à leur peur. C'est aussi inversement, ça a été souligné, ce qui permet d'agir ensemble quand on arrive à la dépasser. Et puis, il y a eu l'indication, je trouve que c'est très important de finir par ça, sur la question de la fuite. Parce qu'effectivement, la logique de la peur, c'est la fuite. C'était la thèse de Henri Laborie, éloge de la fuite, de montrer, c'est celui qui a découvert toute la problématique, non pas du stress, mais ensuite des médicaments qui permettaient de faire face à ça. Hein. Et donc le stress, c'est lié, mais il a, et vous avez tous, j'imagine, sinon lu Éloge de la fuite, mais vu le film qui en a été tiré, qui s'appelle Mon cousin d'Amérique, Mon oncle d'Amérique, où on voit en batterie Depardieu et un rat sollicités par des dimensions qui leur fait peur. Évidemment, il y a un moment donné, on voit que Depardieu n'est pas un rat, ce qui n'est pas tout à fait évident au tout début. Bref, l'idée, c'est que la question de la peur, effectivement, la logique de la peur, c'est la fuite. Mais le processus d'humanisation, c'est qu'on apprend à ne plus fuir, pour des raisons de civilisation, etc. Et qu'à ce moment-là, s'installe le stress, c'est-à-dire le syndrome d'inadéquation de la capacité par rapport à la source du danger.
Et le stress devient ce que la personne vit dans le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, qui supposerait de fuir, mais qui ne fuit plus. Et donc, dans ce moment-là de reprise de l'action, il y a l'expérience du risque de ne pas y arriver, alors que la fuite, d'une certaine manière, règle la peur, puisque justement, on lui tourne le dos. Et je pense que ces questions-là, elles sont tout à fait centrales dans le travail. Car dans le travail, typiquement, idéologiquement, il est posé que la fuite est interdite. Tout comme il est interdit de foutre son poing sur la gueule à son chef quand il vous emmerde, ce qui serait la logique de la fuite aussi. Et que donc, il faut prendre sur soi, à travers des façons de s'y prendre, pour être plus adapté, mais qui convoque un stress, parce que la peur de ne pas être à la hauteur adéquate, pertinente, domine et pilote l'action, ce qui redémarre la question du courage et de la prudence dont je parlais tout à l'heure. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a encore beaucoup à dire, y compris sur ce que je viens de dire, et donc ça nous programme peut-être d'autres séances où on va recroiser cette affaire. Merci à tous en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant. Ouais. Merci à toi François, Merci beaucoup. Sarah aussi d'avoir proposé et introduit ce thème qui était très fructueux. Merci à vous tous. Oui, merci beaucoup, merci. À très bientôt, donc rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine rencontre. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup.